Parlant de famille, il faut la consolider avec la santé. On en parle aujourd'hui dans notre thématique, la transplantation rénale en Côte d'Ivoire. Quelle réalité! Cet organe qui nous permet de filtrer et de nous débarrasser des déchets. Quand il est mal en point, il peut subvenir en tout cas à des graves problèmes de santé. Et comment en arrive-t-on à la transplantation? Avec le professeur Paul Gérard Conan, nous allons en parler, mais avant tout, le postulat élément. Il faut dire que je souffrais d'un diabète pendant 10 à 15 ans, voire depuis 93 ans. Et je suis allé dans un centre hospitalier en province et ces analyses furent faites. Après ces analyses, on m'emmène dans une salle et puis on me dit, bon, vous serez hospitalisé en néphrologie. Je dis, bof, néphrologie c'est quoi? Le médecin vient le lendemain avec une assistante sociale. Il me dit que monsieur, vous souffrez d'une insuffisance rénale à stade terminal. La maladie rénale est une affection qui progresse sans symptômes, donc très discrètement. Lorsque médecins et patients la diagnostiquent, il est souvent trop tard. Les deux maladies qui sont le plus souvent responsables d'une insuffisance rénale qui nécessite une transplantation, c'est l'hypertension artérielle et le diabète, qui vont détruire donc le tissu noble qui permet donc de jouer la fonction d'épuration et qui vont nécessiter donc une transplantation rénale. En dehors de cela, il existe ce qu'on appelle les insuffisances rénales obstructives, c'est-à-dire qui sont liées à un obstacle à l'écoulement des urines. Mais là, en général, il suffit de mettre en place certains artifices. Le fait que les urines passent, ça permet aux reins de récupérer. Réaliser une greffe rénale en Côte d'Ivoire il y a quelques années était impensable. Depuis déjà 7 ans, la transplantation rénale est une réalité dans ce pays qui enregistre à plus de 5000 malades d'insuffisance rénale. De 2012 à 2019, déjà une 50aine de personnes a été transplantée avec succès. C'est une technique qui, jusqu'à une époque récente, n'était pas pratiquée en Afrique noire subsaharienne. Et la Côte d'Ivoire a commencé la transplantation rénale depuis septembre 2012. Depuis le début de cette expérience, environ une 50aine de patients ont été transplantés avec un résultat satisfaisant. Les transplantants se font déjà ici. Il y a une économie, mais il faut d'abord penser au cadre ivoirien. C'est-à-dire ceux qui ont acquis des expertises dans un domaine bien précis, qui souffrent de cette pathologie-là, qui, in fine, n'arrivent pas à survivre. C'est bien une perte parce que l'État y investit. Il faut voir le cas des études supérieures en Europe, aux États-Unis, où l'État investit assez de moyens. Il souffre de ça, il vient du pas, il meurt. Donc c'est un appel, un secours qui souhaiterait que l'État, que je lance à l'État, de sorte que l'État mette les moyens à la disposition de spécialistes pour permettre à cette transplantation que le rein se fasse facilement. Donner un rein, c'est possible, mais le donneur doit d'abord être soumis à des conditions médicales, mais aussi juridiques. C'est aussi pour sauver la vie de quelqu'un, c'est important. C'est aussi pour où trouver les reins. C'est le problème que là, qui va acceptement enlever son rein pour donner à une autre personne. Et c'est toi, à la longue, ça ne va pas causer un problème si tes reins aussi. Ce n'est que ce n'est pas facile d'avoir le donneur. Ce n'est pas aussi facile d'avoir les moyens. Je ne parlerai pas des moyens, parce que vraiment c'est une pathologie qui fatigue. Lorsqu'on arrive à ce qu'on appelle au stade d'insuffisance rénale terminale, le seul traitement curatif, si je puis me permettre le terme, c'est la transplantation rénale. C'est-à-dire que les reins du patient ne fonctionnent plus et il faut les remplacer en apportant un rein qui aura été pris, dans le cas de la Côte d'Ivoire, chez un donneur vivant apparenté. L'hémodialyse qui est faite avant, c'est un traitement d'attente, en fait, pour permettre au sujet de tenir le coup jusqu'à ce que la transplantation rénale puisse être réalisée. La Côte d'Ivoire est le premier pays francophone en Afrique, au sud du Sahara, à réaliser une transplantation rénale et bénéficier d'un centre. La durée de l'intervention est de 4 heures.
informations précieuses à savoir hein, pour certaines personnes qui ignorent que cela se fait dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Transplantation rénale en Côte d'Ivoire, quelle réalité? Professeur Conan-Paul Gérard, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau de Matin Bonheur. Bonjour, merci. M. Gouveia. Et merci. surtout, félicitations hein, par avance pour tout ce que vous faites pour ces personnes qui souffrent des affres des maladies rénales. Quels sont les chiffres principaux de la transplantation en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, avec les notes que j'ai prises, nous avons jusqu'en fin 2018 51 cas de transplantation rénale à partir de donneurs vivants. Et parmi ces 51 cas, il y a 44 hommes et 7 femmes. D'accord. Des statistiques bien précises. Et pour ces transplantations-là, le taux de réussite, il est à quel niveau? Bon, le taux de réussite aujourd'hui, on n'a eu que 5 décès. Le reste des reins greffés marche encore. Sur 51 cas. Décès dus essentiellement à quoi? À des complications. À des complications, dont des complications chirurgicales, des complications infectieuses et des thromboses. C'est-à-dire que les vaisseaux ont été bouchés par des caillots sanguins. Vous êtes professeur en urologie. Oui, je rappelle que ce sont les urologues qui s'occupent de tout ce qui est chirurgical au niveau par rapport aux reins. C'est la raison pour laquelle vous intervenez ici. Alors, comment ça se passe, une transplantation? Comment, malheureusement, on arrive à ce besoin de transplantation? Bon, la transplantation survient chez les personnes qui ont un rein qui ne fonctionne plus du tout. On appelle cela une insuffisance rénale chronique terminale, où le rein n'assure pas ses fonctions d'épuration des déchets de l'organisme, de la régulation de l'eau et également du métabolisme phosphocalcique, c'est-à-dire que le rein intervient également dans la formation des globules rouges. Donc le rein a plusieurs fonctions. Et donc quand ces fonctions ne sont plus assurées, alors on est obligé soit de faire une dialyse ou bien de faire une transplantation. La transplantation est meilleure que la dialyse. Aujourd'hui, avec l'avènement de la transplantation, la dialyse n'est qu'une étape d'attente ou bien qui encadre ce processus. C'est-à-dire qu'avant transplantation, lorsqu'on n'a pas encore pu être transplanté, on vous met sous dialyse. Et après transplantation, parce que ce n'est pas définitif, parce que le rein qu'on a transplanté peut être rejeté, peut être détruit. Alors, si le rein devient défaillant, alors on peut revenir à la dialyse. Très bien. Alors, après le processus de dialyse jusqu'à la transplantation, quelle est la démarche que les médecins, avec les familles et le malade adoptent pour la transplantation? Pour la démarche aujourd'hui, c'est le volontariat. C'est-à-dire que d'abord la volonté de la personne qui a l'insuffisance rénale chronique terminale de se faire transplanter et surtout de faire face aux frais de cette transplantation. Une fois qu'il a eu un entretien avec le médecin, surtout le néphrologue, qui fait le recrutement. Et donc, on essaie d'abord, dans un premier temps, de voir s'il est opérable, parce que pour pouvoir faire une transplantation, c'est un acte opératoire. Il faut voir si le bilan préopératoire permet à ce patient de se faire opérer. Voilà. Si cela est possible, le néphrologue a fait tout le bilan, alors on va passer à la deuxième étape de voir qui est compatible, quel rein est compatible au donneur. Et donc, dans la fratrie aujourd'hui, c'est-à-dire dans la famille proche, le père, la mère, la soeur ou le frère, ou parfois le cousin, on essaie de voir d'abord celui qui est volontaire. L'idée, c'est qu'on cherche quelqu'un qui est génétiquement le plus proche génétiquement. Voilà, le plus proche et qui l'accepte volontairement. Oui, et qui accepte. Pour le moment, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça que les quelques transplantations que nous avons faites, c'est comme ça que ça marche. Ça, ce sont les critères qui entourent la transplantation. Maintenant, dans les autres pays où ils sont anciens dans la transplantation, c'est beaucoup plus réglementé, où il y a France Transplant, par exemple, où on a une liste d'attente, on met les gens sur voilà, justement, on allait en venir, la liste d'attente. Donc, ça veut dire que, après ce que vous venez d'expliquer, chez nous, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas cette histoire de liste d'attente. Non, pour le moment, non, nous sommes embryonnaires, donc pour le moment... Alors, parlant d'embryonnaire, la première transplantation, c'était en 2012. Oui, en 2012. En 2012. Oui. Alors, racontez-nous un peu, parce que c'est un grand défi
pour les scientifiques que vous êtes, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, qui n'est quand même pas n'importe quel pays en Afrique. Comment ça s'est passé? Racontez-nous, c'était qui? C'était quelle personne? Bon, on ne va pas dire le nom, mais je veux dire, qu'est-ce qui a entouré la préparation? J'imagine que vous étiez vraiment assez crispé, tout ça. Comment ça s'est passé? Bon, le problème est que cette opération, elle est collégiale, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs intervenants. Donc, d'abord, comme je l'ai dit, c'est le néphrologue qui, aujourd'hui, est le recruteur des malades, parce que c'est eux qui voient les insuffisances rénaux. Et donc, ils vont faire un bilan et puis proposer cela. Mais avant de transplanter, il faut un cadre légal. Normalement, en Côte d'Ivoire, la transplantation rénale, c'est-à-dire que le fait de prélever un organe chez un donneur et le greffer chez un receveur, il faut que ce soit fait selon des lois. La loi a été votée depuis 1993, mais le décret d'application a été nous nous sommes battus pour cela, pour avoir le décret d'application en janvier 2012. Et c'est en septembre 2012 que nous avons commencé la première transplantation. Parce que la loi nous autorisait, il y avait un décret d'application. Cela a été encadré. Ça a été encadré comme ça, oui. Donc, voilà, et donc le choix c'est un processus, hein. Voilà, c'est en fonction du coût et des moyens financiers, parce que tout le monde peut être sujet à une transplantation. Mais il faut avoir les moyens, d'abord pour subir l'acte, et puis encore des moyens également. Justement, les moyens, là, ils s'élèvent à combien sur notre territoire? Bon, en Côte d'Ivoire, environ 20 millions de francs CFA. 20 millions. C'est peu par rapport à... Très peu. Comparativement Dans le aux monde autres. entier, c'est pratiquement le tiers au Maghreb. Au Maghreb, c'est autour de 60 millions. En Inde, c'est autour de 60 millions. En France, c'est autour de 100 millions. Et donc, surtout, ici, c'est quelques rares privilégiés qui peuvent se faire opérer parce qu'ils ont les moyens d'abord de voyager. Et puis également, ils ont... Parce que les moyens de voyager d'abord et les moyens financiers pour pouvoir d'abord s'héberger et puis également subir l'acte. Et puis le problème... un dispositif de séjour aussi. Et puis de toutes les façons, pour pouvoir se faire greffer, il faut, quand vous vous déplacez, il faut environ 2 ou 3 personnes. Parce qu'ils vont aller faire les tests sur eux. Donc vous allez payer le séjour de ces 3 personnes en plus du malade et des donneurs potentiels. Et des donneurs potentiels. Et le fait de voyager, déjà psychologiquement, on n'est pas tranquille par rapport au fait que ça se fasse dans son pays. Mais pourquoi, malgré tout ça, les Ivoiriens, de plus en plus, ont peur de faire ça ici? Depuis 2012, nous sommes à 2019, mais ça fait 7 ans. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi, systématiquement, on va à l'extérieur? Qu'est-ce qui manque encore? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Bon, sur le plan technique, il ne manque plus grand-chose. Il manque plus grand-chose. Voilà, parce qu'il y a déjà une équipe. Il y a une équipe rodée. Et qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, bon, comme je le dis, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. D'abord, il y a l'argent, il y a le recrutement déjà, et puis une seule équipe, quand même, c'est un peu trop réduit. Et voilà, donc c'est très important. Parce que logiquement, si on forme plusieurs équipes, parce que je donne l'exemple, en France, il y a environ 50 équipes de transplantation. Même à l'aéroport de Roissy ou de Dorly, il y a toujours des voitures garées avec un couloir pour des organes, c'est-à-dire des voitures à 24 heures sur 24, prêtes à recevoir des organes et aller en trombe dans les hôpitaux. Voilà, et puis maintenant, en dehors de cela, il y a, parce que c'est entouré également d'éléments tels que l'immunosuppression, comme on appelle le dosage HLA ne se fait pas ici. C'est-à-dire qu'il faut voir s'il y a une compatibilité entre le donneur et le receveur. Et ça ne se fait pas ici. Ça se fait soit en France ou en Belgique ou ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut, docteur? Vous savez, à ma un laboratoire. La caméra, c'est la caméra des revendications des invités. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que déjà, félicitations, chapeau, parce que ça peut se faire en Côte d'Ivoire. C'était l'un des vœux chers du président Félix Houphouët-Boigny. La preuve, en 1993, il était encore là quand tout ça se passait, au début d'année. Alors, donc, vous avez besoin de quoi concrètement pour être au diapason, au moins du niveau maghrébin, et après aller au-delà? On a besoin de plusieurs choses. Dans un premier temps, bon, peut-être vivement l'assurance maladie universelle, pour pouvoir quand même recruter un certain nombre, un nombre beaucoup plus important, et puis l'équipement des centres hospitaliers universitaires. Parce qu'aujourd'hui,
la transplantation rénale se fait à l'Institut de cardiologie qui a des structures adaptées. Parce que pour pouvoir faire le type de transplantation que nous avons adopté actuellement, qui est le premier type d'ailleurs dans tous les cas, il faut au moins 2 blocs opératoires hein, qui sont des blocs de premier niveau, parce que c'est-à-dire où l'asepsie est rigoureuse, c'est spacieux et où on peut avoir un équipement adéquat. Donc aujourd'hui, la greffe se fait à l'Institut de cardiologie qui nous prête gracieusement ses salles et également son matériel d'intervention. Donc il y a l'équipement. Normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en France, c'est dans les centres hospitaliers universitaires, c'est l'État qui prend en compte la transplantation. Pour le moment, aucun CHU n'est à même de faire une transplantation. Techniquement, il y a des gens, mais les locaux ne s'y prêtent pas. Donc il faut la construction de locaux, un service ou bien l'aménagement, spécialisé. peut-être pas construction, mais l'aménagement de locaux. Pour voilà, et l'attribution de ces locaux adaptés à la transplantation. Et aux normes. Voilà. C'est bon déjà, hein? C'est bon déjà. Donc ça veut dire qu'on a déjà les hommes. L'expertise est là. On a l'expertise qui est là. Là, on est seulement au niveau de la logistique, du matériel, tout ça. Donc ça, je pense que c'est faisable. Parce que tant qu'on a... On peut sauver une vie. On peut sauver une vie, c'est la santé. On ne doit pas tergiverser dans tout ce qui concerne la santé. Donc vous avez besoin d'un plateau technique. Or, les Ivoiriens aussi disent que tout ce qu'on met dans les CHU, après, ça disparaît. Bon, ça aussi, c'est un autre débat. Qu'est-ce que vous dites gestion. par rapport à la gestion? Parce que le gouvernement va faire des efforts, ils peuvent mettre tous les moyens high-tech, mais après aussi, des fois, on vient et puis on ne voit plus. Il y en a un qui manque, il y en a deux. C'est ce que les gens disent. Hein. Qu'est-ce qu'on peut... Bon, c'est ce que les gens disent, mais le vrai problème que je vais caricaturer, on vous donne une chaussure que vous prenez pour aller au champ, pour aller partout. Vous pensez que cette chaussure-là, comme le matériel qu'on donne, a une durée de vie. C'est comme les voitures, les taxis. Si vous avez le taxi qui roule à longueur de journée, la durée de vie d'un taxi par rapport à un véhicule personnel, vous voyez ce que ça fait. Donc, on équipe. Mais, normalement, dans un bloc opératoire, les instruments d'intervention souvent doivent être remplacés tous les 3 ans. Alors, parfois, les instruments que nous utilisons depuis les CHU sont créés. Et donc, vous voyez un peu, c'est maintenant qu'on essaie de les remplacer. Mais il y a la maintenance, comme on a dit tout à l'heure, et puis le remplacement des instruments défectueux. Si on vous donne assez de moyens, même si on améliore de quelques pourcents seulement les moyens qui existent, vous pouvez faire des miracles. On peut passer du ratio de 50 transplantations, on peut faire 100. 60. Par exemple, c'est une seule équipe. Si on a 2-3 équipes, vous multipliez par le nombre d'équipes. 150, 200, voilà. c'est faisable. Et puis surtout que les gens puissent payer. Il y a 44 hommes, 11 femmes. Non, 44 et 7 femmes. 44 hommes. 44 hommes, 7 femmes. Oui. Donc ça nous donne un aperçu déjà de... La bourse aussi. Du des sexe. Moyens. Que les hommes sont plus concernés. Est-ce qu'il y a des conseils à donner à pour le moment, ce n'est pas que les hommes soient plus concernés. Mais aujourd'hui, dans notre société, les hommes sont beaucoup plus financièrement... Voilà, ça se situe aux moyens. Ont plus de moyens et souvent ils sont pris en charge par leur structure où ils travaillent. Ils ont une assurance. Et bien, les femmes sont souvent des ménagères qui n'ont pas... Même là encore, il y a un souci d'inégalité, tout ça. Voilà. Mais il y a peu de néphrologues aussi, me dit ma réalisatrice. Il y a très peu de néphrologues en Côte d'Ivoire aussi. Même en urologie, il y en a très peu. Même les urologues aussi. Qu'est-ce qui se passe? Les étudiants ont peur de cette option-là ou qu'est-ce qui freine? Le problème est que c'est surtout la formation. En urologie, on vient de faire, depuis 2016, d'ouvrir un diplôme de spécialité en urologie. Nous sommes à la 3e année de fonctionnement. Donc, vous voyez, pour pouvoir former les urologues, avant, c'était plutôt ceux qui avaient une bourse pour aller soit en France ou en Belgique, ou bien les universitaires qui devaient passer par là pour pouvoir avoir leur agrégation. Voilà, donc c'était ça. La néphrologie, c'était pareil. Mais maintenant qu'on a des formations dans cette discipline, on commence à avoir beaucoup plus. Parce que, comme je l'ai dit, depuis notre ouverture, nous avons déjà 5 spécialistes formés intramuros. On vient, l'université d'Abidjan vient d'avoir, de Côte d'Ivoire d'ailleurs, vient d'avoir 5 urologues formés chez nous ici. Voilà, donc ainsi de suite, je pense qu'on va, on va tout faire pour pouvoir augmenter le nombre de spécialistes. Quels sont vos objectifs à moyen terme concernant les transplantations en Côte d'Ivoire? Bon, c'est une bataille perpétuelle, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire de telle sorte que les CHU puissent prendre en charge
la transplantation. Cela amoindrirait... Est-ce que nos CHU sont prêts, professeur, à faire à ce travail-là? Est-ce que nos CHU actuels qu'on connaît là Bon, actuellement, c'est vrai, avec la crise, volonté, je pense que c'est une volonté financière. C'est une volonté politique, financière ou technique? Dites-nous concrètement. Pas technique, mais financière plutôt. Parce que nous avons eu, depuis fort longtemps, comme je l'ai dit, j'ai été un acteur privilégié quand même dans la transplantation, parce qu'on a fait, même le projet, le décret d'application, j'étais impliqué, la faisabilité et ainsi de suite. On a fait plusieurs scénarios pour pouvoir... parce qu'initialement, on avait voulu faire cette transplantation au CHU de Cocody. On avait dégagé, on a fait des réunions avec les différents ministres et tout ça. Mais au dernier moment, compte tenu de la crise, vous avez vu la crise qui est survenue en 2010. C'est ça aussi, les crises, ça ne nous arrange pas. Donc ça nous met en état aussi dans ces histoires. Mais sinon, normalement, le CHU de Cocody devait être le centre. Normalement. On devrait réexaminer cette option. Donc on espère qu'avec l'embellie plus ou moins économique, peut-être qu'on pourra transférer de la... Là, il y a la stabilité, Dieu merci, ça va. De l'Institut de cardiologie, par exemple au CHU de Cocody ou dans un autre centre. Le ministère de la Santé donc, devrait se saisir. Et vos rapports avec le ministère de la Santé par rapport à ça, est-ce que le ministre est au fait de tout ça? Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un décret. Mais le décret, ce qui fait passer le décret en Conseil des ministres, c'est le ministre. Non, mais il y a le décret aussi, beau que soit le décret, il y a le suivi. Il y a le positionnement des dossiers aussi sur la table. D'accord. Bon, sinon, le ministre, il est très au fait de la transplantation. Parce qu'avec tous ces petits soucis qu'on évoque là, ça peut freiner, ça peut décourager quelqu'un qui veut faire ça en Côte d'Ivoire. Alors il faut les rassurer. Pourtant, il faut les rassurer. Non, il faut les rassurer. Moi, je pense que d'abord, le premier point, c'est que ça coûte 3 fois moins cher qu'ailleurs. C'est pas parce que c'est moins cher aussi qu'on va prendre des risques aussi, professeur? Les risques comment? Non, je veux dire, c'est pas parce que c'est moins cher qu'on va accepter si tout n'est pas... Par exemple, les examens vont en France avant de revenir. Ils vont se dire autant aller en France pour le faire. Oui, mais même aller c'est pas eux qui vont en France. Nous, on fait le prélèvement et puis on achemine. Lui-même, le malade... Ça va diminuer les coûts si tout se fait ici. Voilà, si tout se fait ici, ça va diminuer les coûts. Mais maintenant, il faut que je donne quelque chose pour que je vous dise que la transplantation, certes, permet de soigner les malades, mais ce n'est pas définitif. Parce qu'il y a à prendre des médicaments anti-rejet pendant toute sa vie. Il y a l'hygiène de vie également à respecter. Ce n'est pas parce qu'on vous a transplanté que vous devenez une personne lambda et que vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est vrai. Il faut éviter l'alcool, il faut éviter le tabac, il faut éviter la sédentarité et puis il faut éviter quand même l'excès alimentaire, surveiller sa tension artérielle, ainsi de suite. Parce que quand on prend les médicaments anti-rejet, on devient immunodéprimé. Et donc, il faut faire attention, ne pas se confronter avec les personnes qui ont soit une grippe, qui ont une maladie contagieuse. Voilà, il faut faire attention. Il faut faire attention. Merci beaucoup, professeur Conan Paul Gérard, urologue, professeur en urologie. Merci infiniment pour ces informations précieuses. Il nous reste 10 secondes à donc exceptionnellement. C'était pour vous dire que nous avons actuellement, à partir du 26 mars, le congrès panafricain d'urologie. D'accord. Toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, l'Europe sera ici. C'est une grande chance pour la Côte d'Ivoire. Sera au premier plan, surtout la deuxième journée. Merci beaucoup. On a une pensée ce matin pour toutes ces personnes qui sont passées par la transplantation et qui vivent bien. On leur fait de gros bisous à travers la Côte d'Ivoire et le monde entier. Merci et que la santé soit avec vous. Bonne journée sur RTI 1.